Le premier élément à comprendre sur l'estime de soi, c'est que l'estime de soi a pour source la relation. Nous sommes des êtres relationnels. Nous sommes des êtres sociaux. Nous naissons d'une relation, nous grandissons dans une relation, nous développons des relations, nous nous engageons dans des relations toute notre vie, nous aimons dans nos relations, nous souffrons de nos relations. Notre nature humaine est relationnelle. Et c'est un élément déterminant dans notre rapport au monde. Notre rapport à autrui, notre rapport à la vie et l'estime de soi. Évidemment, le regard de nos parents, pour commencer, est le plus important. Parce que ce sont les personnes présentes à notre naissance, ce sont les personnes dont tout dépend, dans une large mesure. Et donc le regard que nos parents vont porter sur nous-mêmes va être déterminant dans notre fondation d'estime de soi. Pour quelle raison ? Parce que quand ce regard est vraiment valorisant, encourageant, structurant, rassurant, réconfortant, eh bien cela veut dire que nous sommes dignes d'être aimés. C'est que nous avons donc de la valeur comme personne. Et c'est ce que nous intégrons. Alors c'est très différent quand le regard est d'une qualité moindre, je pourrais dire. Quand le regard est dévalorisant, négligent, indifférent, par exemple, jugeant, critique. Naturellement, cela va amener un doute au niveau de la valeur que l'on peut s'accorder. Cela ne vient pas valider, confirmer que nous sommes dignes d'être aimés en tant qu'être relationnel, que nous sommes dignes d'être en relation et que nous sommes dignes d'aimer donc. Ainsi, la qualité de ce regard est déterminante dans les fondements de l'estime de soi. Cette qualité du regard va déterminer notre amour de soi et notre acceptation de soi. En effet, quand il est évident que je suis digne d'être aimé, d'être valorisé, d'être pris au sérieux, digne d'être vu, d'être entendu, d'être supporté, d'être réconforté, d'être apprécié pour qui je suis avec mes propres caractéristiques, eh bien je peux en toute sécurité m'aimer moi-même et m'accepter moi-même. Autrement dit, si on m'aime, je peux m'aimer. Et donc si je peux m'aimer, je peux aimer autrui. Autrement dit, ce regard valorisant, positif d'autrui envers soi-même est la base de l'amour de soi et de l'acceptation de soi. Si je vous demande quel est le contraire maintenant de l'estime de soi, vous me répondriez certainement la mésestime de soi, la dévalorisation de soi, l'autodévalorisation, l'insuffisance de soi, le doute à propos de soi, peut-être la honte de soi. Donc on voit bien que quand l'estime de soi est faillible, il y a des obstacles intérieurs qui se sont installés et cela va interférer dans ma relation à autrui. Par exemple, notre estime de soi s'accompagne nécessairement d'un dialogue interne. Soit le dialogue intérieur est plutôt positif, soit le dialogue intérieur est plutôt négatif. Quelqu'un qui a une forte ou une saine estime de soi a un dialogue intérieur positif. Il va penser naturellement des choses comme « je suis heureux d'être qui je suis »,« je suis heureux de pouvoir croquer dans la vie à pleines dents »,« je suis heureux de pouvoir m'épanouir »,« je suis heureux de m'engager dans tel projet ». Cette expérience a été difficile, mais j'ai beaucoup appris. Donc un dialogue intérieur positif, constructif. Quelqu'un au contraire qui a des manques au niveau de l'estime de soi, des failles, a tendance à penser négativement. Et c'est évidemment particulièrement inconscient. J'ai été si malhabile, je suis nul, ça tombe toujours sur moi. Je suis si inadéquat, je suis inapproprié, je suis ignorant, stupide, maladroit. Des jugements sur soi. Donc ces éléments vont évidemment influencer notre état intérieur et notre relation à autrui. Autrement dit, dans notre tête, est-ce que c'est une chanson rythmée, agréable, une mélodie harmonieuse, des pensées saines
que nous cultivons inconsciemment? Ou est-ce que c'est radiocritique? Est-ce que ce sont des virus de pensée qui sont là en permanence? Ça fait une sacrée différence dans notre façon d'être, de penser, dans notre mentalité aussi. Alors à présent, j'aimerais ouvrir la partie concernant les ennemis de l'estime de soi et de la confiance en soi. On pourrait dire les symptômes de mésestime de soi et de manque de confiance en soi. Je vais situer pour vous 3 ennemis. Le premier, c'est la comparaison. Nous l'avons vu avec les niveaux logiques, n'est-ce pas? Les critères, c'est notre processus d'évaluation. Finalement, ce qui est important à nos yeux détermine ce qui fait qu'on trouve que cela est beau, pas beau, que telle chose est bien ou pas bien, tel comportement est intelligent ou pas intelligent, que telle chose est importante ou pas importante. Donc on a véritablement un processus d'évaluation intégré à l'intérieur de nous. Et c'est la base du jugement. Nous jugeons à l'aune de nos critères. Et nos critères, c'est aussi les éléments qui nous permettent de prendre des décisions les plus éclairées possibles. Alors qu'est-ce que la comparaison? En fait, le fait d'avoir des critères est à double tranchant, parce que ça nous aide à nous situer, et en même temps, c'est aussi la base des préjugés et des stéréotypes, des généralisations, qui, par nature, sont abusives et excessives. Alors quand je pense qu'il est plus intelligent, qu'elle est plus belle que moi, qu'il y a plus de compétences que moi, tous ces comparatifs, les moins, les pires, les meilleurs que l'on met dans nos phrases, révèlent que l'on se compare. Encore une fois, c'est naturel de le faire. Par contre, évidemment, je veux vous parler d'excès, du complexe de comparaison. Je suis tellement moins belle que ces filles dans les magazines. J'ai plus de graisse, je suis trop petite, je suis trop grande. Donc l'influence, par exemple, des magazines féminins sur l'image que les jeunes femmes, les jeunes filles ont d'elles-mêmes peut être désastreuse et peut constituer un véritable problème. Une véritable inhibition parce que la jeune fille pense « je ne suis pas à la hauteur du modèle qu'on me présente », tout simplement. L'idéal auquel peut-être j'aspire est inaccessible pour moi. Et ce fossé qui se crée entre l'idéal et la réalité. Alors comment se manifestent ces complexes de comparaison? À travers des éléments de langage qui sont facilement repérables. Quand on dit par exemple « j'ai trop de », le syndrome du « trop de ». J'ai trop de graisse, trop de fesses, trop de poils. Je suis trop franche, trop transparent, je suis trop sincère. Il y a aussi le symptôme du pas assez. J'ai pas assez de taille, j'ai pas assez de cheveux, j'ai pas assez de muscles, j'ai pas assez de répartie, pas assez d'entre-gens. Le symptôme ou le syndrome de « il faudrait que ce soit autrement ». Il faudrait que ma peau, il faudrait que mon nez, il faudrait que mes seins soient autrement. Et puis on pourrait dire qu'il y a aussi le symptôme du « je ne sais pas trop ce qui va pas, mais ça va pas ». Ça ne va pas ma démarche, ça ne va pas ma façon de répondre, ça ne va pas mon manque d'organisation, par exemple. Donc c'est assez facile d'entendre dans le langage d'autrui, peut-être un peu plus difficile de l'entendre dans son propre langage, ce qui révèle ces points de comparaison. Quand ils reviennent souvent, quand ils sont excessifs tout simplement, quand ils sont omniprésents, il y a là un véritable complexe. Et vous vous souvenez, se mésestimer, c'est finalement se juger constamment. C'est ne pas être bienveillant envers soi-même. C'est s'auto-dévaloriser et s'auto-flageller. Alors quand on a été jugé dans notre passé, dévalorisé, critiqué, rejeté peut-être, ça ne nous a pas aidés. Justement, à nous valoriser naturellement, à être bienveillant envers soi-même. Et donc on va voir qu'on développe une tendance excessive, c'est-à-dire fréquente, un peu comme un discours interne, à se comparer. Et évidemment, cela va venir plomber notre estime de soi et notre confiance en soi.
Alors l'antidote, c'est lequel? Eh bien l'antidote, c'est d'apprendre à s'accepter tel que l'on est. Là voilà la clé. Parce que vous comprenez qu'on pourrait dire que l'opposé de la comparaison de soi, c'est l'acceptation de soi. Et vous vous souvenez que s'estimer, c'est s'accepter. Deuxième ennemi, à présent, la culpabilité. Non des moindres. La culpabilité peut accompagner nos vies et véritablement miner notre estime de soi, notre confiance en soi aussi. Je commence néanmoins par une mise au point par rapport à la culpabilité. Le sentiment de culpabilité en soi est un sentiment tout à fait normal. Il est normal, naturel et important. Je m'explique. Imaginez un petit frère, 3-4 ans, qui tape sur sa petite sœur, par exemple. Et puis les parents vont intervenir, normalement. Il faut espérer qu'ils interviennent et vont expliquer au petit garçon « on ne tape pas sur sa petite sœur. Ça se fait pas. C'est pas ok. Ne le fais pas, il ne faut pas le faire. » Et là, l'enfant, le jeune enfant est saisi par la figure d'autorité que représentent ses parents et comprend que c'est pas ok ce qu'il fait. Et il culpabilise. Il se sent fautif de ce qu'il a fait. Et là, c'est une bonne chose parce que c'est ce qui lui permet d'éviter par la suite de poser un acte qui est désagréable pour l'autre ou même violent. Donc autrement dit, la culpabilité, le sentiment de culpabilité, est à l'origine du sentiment moral. C'est-à-dire que nous prenons conscience que l'autre existe, nous prenons conscience de l'altérité parce que nous culpabilisons. Alors je crois que c'est un recadrage important que je tiens à faire parce que la culpabilité en soi est un sentiment sain. Encore une fois, ce qui ne va pas et ce qui va poser problème, c'est le complexe de culpabilité. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que, quoi que je fasse, quoi que je pense, je suis fautif. Je me sens fautif. Là, ce n'est pas correct. Il y a un excès, évidemment tout à fait déstabilisant, et qui va venir miner, gruger, amoindrir considérablement notre estime de soi, notre confiance en soi. Et d'ailleurs, je pourrais dire, vous poser la question, savez-vous à quoi sert la culpabilité? À rien. Petite boutade pour vous dire que la culpabilité en excès, elle est tout à fait stérile. Et qu'elle ne nous permet pas de nous faire évoluer. Alors elle va être inhibante. Bien sûr, il est évident que si j'ai été culpabilisé par mes parents, particulièrement, je vais avoir tendance clairement à me culpabiliser moi-même. Je m'auto-flagelle régulièrement, même sans en être conscient. Et donc, je vais aussi culpabiliser autrui. Il y a un processus logique, un enchaînement logique. D'avoir été culpabilisé amène à se culpabiliser soi-même et à culpabiliser autrui. Ainsi, peut-être vous dites-vous des choses comme « je suis donc une potiche, je suis donc maladroit, je suis donc idiot ». C'est certainement que vous avez déjà entendu cela de vous. Et vous allez avoir tendance à le dire à autrui comme un mécanisme de projection sur les autres. C'est comme si vous vous vengiez, quelque part, de ce que vous avez subi. Vous faites subir à autrui ce que vous avez vous-même subi. Et vous allez dire à l'autre « t'es bien potiche, t'es donc maladroit, t'es donc bien idiot ». Il y a un processus logique dans ce qui nous amène à juger autrui de façon négative. Il y a quelque chose qui est cohérent là-dedans. Donc cet aspect-là, évidemment, peut vraiment venir nous embarrasser sérieusement dans nos vies. À tel point que je reviens un peu sur la fonction positive de la culpabilité, on l'utilise pour influencer autrui, et je dirais manipuler autrui, ça commence très tôt. Dans la relation parent-enfant, par exemple, on fait un peu de chantage affectif. Du chantage du style « si tu manges pas tes haricots, j'éteins la télé ». Pourquoi on le fait? Parce que ça marche. Et vous remarquez que ça marche très bien auprès des jeunes enfants. Si tu t'habilles pas maintenant, tu n'auras pas ton iPad ce soir. Alors des enfants en bas âge
En jeune âge, ça fonctionne très bien. Jusqu'à évidemment que ça ne fonctionne plus. Arrivé à l'adolescence, il va falloir changer de disque. Alors évidemment, si ce mode de communication perdure, imaginez une maman qui dit à sa jeune adolescente de 16 ans « Voyons, tu vas pas sortir comme ça, t'as vu comment tu t'habilles ?» Ça, c'est de la culpabilisation. Et là, ça va être perçu comme plus douloureux, plus désagréable et inadéquat, inapproprié, parce que la jeune fille veut s'habiller comme ça, a des raisons de vouloir s'habiller comme ça, et elle est confrontée directement. Ça peut créer de la tension dans la relation. Mais c'est un mode qui peut être devenu tellement naturel, entre la mère et la fille, en l'occurrence, qu'elles peuvent ne pas savoir sortir de ce cercle vicieux-là. Alors ce chantage affectif peut être évidemment toxique. Si tu ne fais pas ce que je veux, je ferai pas ça. Hein ? C'est cela, la culpabilisation. Si, alors, ce chantage affectif. Si, alors. Si on ne sort pas ce soir, je boude, je m'énerve. Ça reste du chantage basé sur la culpabilité. Donc, quelque part, la culpabilité, c'est un ciment aussi. Dans les relations humaines, il est extrêmement fréquent dans les dynamiques familiales et dans les dynamiques culturelles. Par ailleurs, je veux vous partager que la culpabilité a aussi une fonction qui amène au sabotage. C'est le côté un petit peu pervers, je dirais, de la culpabilité. C'est un peu notre prix de consolation. Imaginons une femme qui cherche à perdre du poids. Depuis des mois et des mois, elle fait ce qu'il faut pour perdre du poids. Elle a un objectif précis. Elle mange mieux, elle fait plus de sport, elle prend plus soin d'elle. Elle finit naturellement, évidemment, par perdre du poids et s'approcher de son objectif. Il lui reste peut-être que 2 kilos ou 3 kilos à perdre. Et puis un matin, elle passe devant une pâtisserie. En allant au travail, elle a décidé ce matin-là, elle ne sait pas trop pourquoi, d'y aller à pied. Et elle passe devant cette belle pâtisserie devant laquelle elle ne passe pas si souvent. Puis sans y penser, elle y entre. Et puis elle achète 3 éclairs au chocolat, qu'elle mange tout de suite. Et mon Dieu que c'est bon. Elle les savoure pendant quelques minutes, ces 3 éclairs au chocolat. Elle en a encore dans la bouche qu'elle se dit « Mais voyons, ma pauvre fille, qu'est-ce que tu fais ? T'es en train de saboter ton objectif. T'étais proche d'arriver à ton objectif, de perdre autant de kilos que tu souhaitais, et là, finalement, si près du but, tu craques en entrant dans la pâtisserie et en achetant ces 3 éclairs au chocolat. Puis tu vas reprendre un beau kilo. Qu'est-ce que tu fais ? Elle culpabilise dans sa tête. Elle s'autoflagelle. Et le côté un petit peu pervers, vous voyez, de la culpabilité, de cette culpabilité-là, dans ce contexte-là, par rapport à un objectif qu'on sabote, c'est finalement l'excuse pour ne pas changer. C'est l'excuse pour recommencer à saboter. Parce que quelque part dans notre inconscient, dans notre psyché, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose du style « au moins je culpabilise ». J'ai acheté 3 éclairs au chocolat, oui c'est vrai je les ai mangés, oui ça ne m'aide pas vraiment vers mon objectif, mais au moins je culpabilise. Je ne suis pas une si mauvaise personne que ça. Comprenez ? Donc là il y a un côté qui est pervers dans la culpabilité, alors il y a un effet de sabotage. En effet, vous voyez évidemment que tout ça ne consolide pas, ne fortifie pas l'estime de soi et la confiance en soi. Comme si la personne pensait qu'elle ne méritait pas d'atteindre son objectif, c'est pour ça qu'elle s'est sabotée. Quel est l'antidote ? L'antidote, c'est d'apprendre à s'auto-valoriser et à valoriser autrui. C'est faire cet effort-là, faire cet apprentissage-là. Le 3e ennemi, c'est la honte. Alors la honte, pour bien comprendre ce sentiment qui va véritablement être difficile à vivre et à dépasser, et qui va venir beaucoup réduire notre estime de soi et notre confiance en soi, on peut le comparer à la culpabilité, si vous voulez. Autant la culpabilité, c'est ce que je fais n'est pas correct, autant la honte, c'est ce que je suis n'est pas correct. Donc la honte de soi, c'est un niveau plus profond encore. C'est au niveau de l'identité.
Et donc c'est un sentiment, quand il est présent dans notre vie, qui est véritablement, on pourrait dire, collé au fond du chaudron, collé au fond de la marmite. C'est un sentiment qui va être très difficile à dissoudre, à transcender, parce qu'il va demander un travail conscient. Il va demander un processus, un cheminement pour se défaire, se dissocier, se détacher de ce sentiment de honte, puisqu'il est lié à l'identité, la honte de soi. Alors évidemment, il y a des petites hontes. On expérimente tous dans notre vie des petites hontes. Vous dites quelque chose, ça fait rire personne. Vous faites une gaffe, vous êtes maladroit, vous avez honte. Vous aimeriez être sous terre là plutôt que là. C'est une petite honte. Ça fait partie des petites hontes qu'on peut expérimenter dans la vie quotidienne. Mais il y a aussi de la grande honte, c'est la honte de soi précisément. Et justement celle-là, elle est identitaire. Donc pour pouvoir dépasser ce sentiment, il faut pouvoir revenir à la racine. Qu'est-ce qui a pu le créer ? Alors on s'aperçoit que la plupart du temps, c'est lié au fait qu'on a été dévalorisé. Le regard qu'on a porté sur soi a été dévalorisant. On n'a pas été jugé comme digne de valeur, voire comme digne d'exister. Personnellement, je le constate dans mon travail clinique en coaching. De constater que les personnes qui ont ce sentiment de honte de soi, qui leur colle à la peau, quelque part, ont vraiment des obstacles dans leur épanouissement. C'est lié au fait qu'ils n'ont pas eu le sentiment d'avoir été validés et confirmés dans leur être. Cette étape essentielle de croissance n'a pas été présente. Donc ce sentiment de ne pas être digne d'exister, de ne pas être digne d'être aimé, de ne pas être digne d'avoir de la valeur comme personne, vient directement saboter, saper l'estime de soi particulièrement. Alors un peu comme la culpabilité, la honte est aussi un sentiment, par ailleurs, qui prouve que nous sommes des êtres moraux. Ça concerne notre sens moral, notre sens de l'altérité. Donc en soi, c'est OK d'expérimenter de la honte quand on fait, on dit, ou on a été d'une façon qui a été blessante, par exemple, pour l'autre. Mais vous avez bien compris qu'il y a une différence entre la petite honte, la honte quotidienne, où on se sent honteux d'avoir fait quelque chose, d'avoir été ainsi ou d'avoir agi ainsi, et une honte plus profonde qui accompagne notre image de soi. Ce n'est pas la même chose. Donc petite précision, entre autres, et c'est Boris Cyrulnik, qui est un auteur passionnant et qui a écrit magnifiquement sur la honte, un livre qui s'appelle entre autres « Mourir de dire », qui parle des pervers et des pervers narcissiques. Les pervers narcissiques n'ont pas honte. Et pourquoi n'ont-ils pas honte ? Parce qu'ils n'ont aucune empathie. Ils ne sont pas capables d'empathie. Et donc cette incapacité à être empathique, à se mettre dans les souliers de l'autre, transforme la personne en pervers, finalement, et la déshumanise. Alors elle rend même les autres honteux. Peut-être sans aucun doute, parce qu'à un niveau personnel dans sa psyché, profondément, elle a honte d'elle-même. Cette personne qui est devenue incapable d'empathie. Donc là aussi, les messages qu'on a pu recevoir, qui avaient tendance à juger notre personne, des petites phrases que vous avez peut-être entendues dans votre enfance du style « Mon Dieu que t'es idiot » ou « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un enfant aussi stupide ?» Ce sont des phrases qui marquent l'esprit d'un enfant et qui vont s'installer en lui, surtout quand c'est répétitif. Évidemment, les parents, peut-être, auraient pu mieux faire. Et auraient pu dire quelque chose comme « Fais attention » ou « S'il te plaît, vas-y plus lentement, tu verras, tu t'en sortiras mieux ». Vous comprenez que par rapport à la même action, à la même situation, aux mêmes événements, ce n'est pas du tout le même message. La même communication apparaît à présent à l'écran, un extrait savoureux qui est dans le livre « Le Petit Prince » de Saint-Exupéry. Je le lis avec vous. « Pourquoi bois-tu ? Pour oublier ? Répond l'ivrogne. Pour oublier quoi ? Pour oublier que j'ai honte. Honte de quoi ? Honte de boire.
il y a dans cet extrait vraiment délicieux une mise en reflet du cercle vicieux que constitue la honte. Et c'est difficile de se sortir d'un cercle vicieux parce qu'on est pris avec un mode de pensée. C'est profondément ancré. Vous comprenez qu'une personne qui a honte de soi, elle le croit vraiment. C'est une certitude, ce qui est au niveau de l'identité, c'est comme une évidence. Donc ça sert à rien de dire à la personne « Ben non, voyons, t'es une belle personne, pense pas comme ça ». Évidemment qu'elle ne va pas vous croire. Ça va même venir conforter son image de soi honteuse. Le fait que vous fassiez un effort pour lui dire cela vient juste lui confirmer qu'elle n'est pas une bonne personne, qu'il y a un problème avec elle, qu'elle a raison d'avoir honte d'elle-même, qu'elle est inadéquate et inappropriée, qu'elle est peut-être même pas digne d'exister. Alors quel est l'antidote ? L'antidote, c'est d'apprendre à ressentir de l'amour pour soi-même et pour les autres. Très progressivement, de prendre le temps d'apprendre à ressentir. Et ce terme est important. De se connecter à ce que l'on ressent et de trouver l'amour de soi à l'intérieur de soi. Alors pour débuter ce troisième chapitre, j'aimerais vous présenter la pyramide du docteur Fanget, Frédéric Fanget. C'est une pyramide qui a le mérite d'articuler 3 éléments importants, l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi. Donc de voir comment ils sont reliés. Finalement, donc, c'est évidemment des aspects importants de notre expérience intérieure, notre expérience relationnelle, notre façon d'être dans le monde, et le docteur Fanget les articule avec clarté et simplicité. Alors je vous présente cette pyramide, à présent. À la base, vous voyez, à l'écran, vous avez l'estime de soi, comme socle. Vous vous souvenez, l'estime de soi est au niveau de l'identité. Finalement, et c'est la question inconsciente, on pourrait dire, que l'on se pose, ai-je de la valeur comme personne ? Vous voyez la question apparaître à l'écran. Donc cette question-là, la façon dont on y a répondu et dont on y répond, la façon dont c'est ancré dans notre mémoire est évidemment déterminante dans la qualité dont nous sommes en relation avec nous-mêmes et avec les autres. La qualité du regard positif que l'on porte sur soi-même, cette attitude positive envers soi, la confiance en soi vient ensuite. Et la confiance en soi, vous voyez, au deuxième niveau, vous vous souvenez, la question, qui est donc au niveau des capacités, la question va être ici, suis-je compétent ? La confiance en soi, fondamentalement, c'est l'aspect des compétences personnelles. À quel point est-ce que je me sens compétent dans tel domaine de ma vie, personnel, professionnel ? Donc plus je me sens compétent, et cela a été nourri par l'action, par l'expérience, plus j'ai confiance en moi. Comme l'estime de soi, la confiance en soi sont fortes, sont solides, sont saines quand c'est le cas, eh bien ce que le docteur Fanget nous dit, c'est que l'affirmation de soi va être d'autant plus possible. Et alors la question concernant l'affirmation de soi, c'est « ai-je ma place parmi autrui ?» Là on voit toute la dimension relationnelle à nouveau en pleine lumière. C'est la question de savoir si j'ai ma place dans la société, de comment je me sens en société, parmi les autres, parmi autrui, la façon dont je peux déployer mes compétences relationnelles. Donc l'affirmation de soi concerne les compétences relationnelles. Et ça a bien du sens de considérer que plus l'estime de soi est solide, plus la confiance en soi est présente, plus ça va être facile de s'affirmer, autrement dit de sentir que l'on a sa place en société. Vous savez, quand on s'interroge sur sa place, sur quelle est ma place, si on a ces interrogations-là, ces doutes-là, il y a un certain nombre de personnes qui ont des interrogations conscientes ou inconscientes par rapport à leur place dans le monde, dans la société, dans leur famille ou dans leur vie professionnelle. Eh bien ce doute est de toute évidence alimenté
par un manque d'estime de soi et un manque de confiance en soi. Donc, il y a une gradation, il y a une sorte de hiérarchie. Estime de soi, comme socle, confiance en soi, affirmation de soi. On pourrait dire qu'il est très intéressant, parce que finalement, si on veut développer l'affirmation de soi, si on veut savoir prendre sa place, dire ce qu'on pense, sans peur du rejet, sans peur de l'abandon ou de l'humiliation, par exemple. Si on est à l'aise de s'affirmer dans le respect d'autrui, bien sûr, c'est évidemment dans ce sens-là que je l'entends, eh bien, sans aucun doute, la confiance en soi et l'estime de soi sont bel et bien présentes. Si ce n'est pas le cas, alors je peux m'interroger sur comment je peux développer mon estime de soi, comment je peux déployer ma confiance en soi, ce qui va me permettre, comme une logique naturelle, de faciliter mon affirmation de moi-même dans le respect d'autrui. C'est-à-dire dans des relations finalement d'égal à égal, où mes besoins sont importants. Mais les besoins des autres sont importants aussi. Et je peux être en relation avec les autres en les écoutant, en considérant leurs attentes, leurs objectifs, leurs besoins, mais sans nier les miens. Autrement dit, je ne m'efface pas. Je ne suis pas dans le déni de ma propre personne, je suis dans le monde avec ma couleur, avec mon style, avec ma façon d'être, avec mes caractéristiques. Et j'accepte aussi celles des autres. C'est véritablement la définition de l'affirmation de soi. Alors cette capsule concerne le phénomène de la répétition. Avez-vous remarqué que nos comportements envers les autres parlent de nos comportements envers nous-mêmes? Alors, on traite les autres comme on se traite. Et ça, c'est vieux comme le monde. Je te juge parce qu'au fond, je me juge sévèrement. Aussi, je manque d'empathie envers toi parce que je manque d'empathie envers moi-même. Je suis en colère contre toi, fréquemment, parce qu'au fond, je suis en colère contre moi-même. Une colère qui m'habite, que je n'ai pas écoutée, exprimée, traitée. Je suis surexigeant avec toi parce que je suis surexigeant avec moi-même, en fait. Parce que j'ai une sérieuse tendance perfectionniste. Alors cela entraîne aussi un phénomène de projection. Ce que je n'aime pas chez les autres, les caractéristiques que je n'apprécie pas chez les autres, ce sont les caractéristiques que je n'apprécie pas, que je n'aime pas, que je ne connais pas chez moi-même. Comme si c'était dans ma zone aveugle. Je n'aime pas les gens qui critiquent, parce qu'au fond, moi aussi je critique abondamment les autres, mais sans le reconnaître et sans m'en apercevoir. Je n'aime pas les gens jaloux. Peut-être parce que je suis jaloux, moi aussi. Sans l'admettre, je suis arrogant, indifférent, parce que parfois je suis aussi arrogant et indifférent envers moi-même. C'est une projection. Alors on pourrait dire que dans la relation avec autrui, on parle de la façon dont on se traite intérieurement, et d'ailleurs on pourrait dire aussi que la distance qu'il y a entre moi et l'autre est la même distance qu'il y a entre soi et soi. Alors on se traite aussi comme on a été traité. Je ne laisse pas les autres être proches de moi, par exemple, parce qu'on n'a pas été proche de moi. Je ne me sens pas à la hauteur dans certaines situations parce qu'on m'a fait comprendre que je n'étais pas à la hauteur. Je ne sais pas écouter autrui parce qu'on ne m'a pas écouté. Je suis le vilain petit canard, la 5e roue du carrosse, parce qu'on m'a traité ainsi. Donc on traite les autres comme on se traite soi-même et comme on a été traité. Je te juge parce que je me juge, parce que j'ai été jugé. Je t'impose ce que je veux, même si c'est pas bon pour toi, parce que je m'impose une certaine conduite, même si elle n'est pas bonne pour moi, parce qu'on m'a imposé des choses, même si elles n'étaient pas bonnes pour moi. Je te maltraite parce que je me maltraite, au fond. Je ne sais pas bien me traiter parce qu'on m'a maltraité. Je suis maladroit avec toi parce que je suis maladroit avec moi-même, parce qu'on a été maladroit avec moi. Je te néglige parce que je me néglige. Je ne sais pas prendre bien soin de moi, je ne sais pas ce que c'est.
parce que j'ai été négligé. Alors ce phénomène de répétition, il fait en sorte qu'on inflige à autrui ce que l'on s'inflige et ce qu'on nous a infligé. Alors je ne crois pas en toi parce que je ne crois pas en moi, parce qu'on n'a pas cru en moi. Un autre exemple. Vous vous souvenez des équations amoureuses ? Amour égale abandon, par exemple, qui enclenche un pattern de dépendance affective. Alors si j'ai été négligé, je me néglige. Puis je vais avoir tendance à négliger les autres, par exemple. Si j'ai été surprotégé, égale, je me surprotège. J'ai peur de tout. Et j'ai tendance à surprotéger les autres, sans m'en apercevoir, toujours dans une dynamique inconsciente. Donc il y a ce phénomène de répétition qui est extrêmement important quand on est sur les sujets de l'estime de soi et de la confiance en soi, qui mérite d'être conscientisé pour que nous puissions sortir de ce cercle vicieux et créer de nouvelles équations. Sortir d'un cercle vicieux, c'est créer de nouvelles équations. J'ai été dévalorisé égale je me dévalorise, je m'auto-dévalorise. J'ai été trahi, humilié égale je me venge en trahissant les autres, en humiliant les autres. Les blessures d'humiliation, de maltraitance que j'ai pu vivre, je vais les faire subir aux autres. Alors c'est aussi s'infliger à soi-même ce qu'autrui nous a fait subir. Là, c'est le phénomène d'intériorisation, d'introjection.